Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h34. Bonjour à toutes et à tous. Les Français veulent savoir. Parlons vrai ce matin avec Aurore Bergé, qui est ministre déléguée chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations. Aurore Bergé, bonjour. Bonjour. Je vous ai vu hier soir à la conférence de presse du président de la République, Aurore Bergé. Je ne vais pas commenter les propos du président de la République. Ce qui m'intéresse, ce sont les faits, les actes. Qu'allez-vous faire au pouvoir pendant 3 ans et demi? C'était l'objet de cette conférence de presse. Quels sont vos engagements? Et je vais commencer avec le congé de naissance. La natalité baisse, nous avons eu les chiffres hier. Le congé parental sera remplacé par le congé de naissance. Vous avez porté cette mesure. Il s'agit d'un réarmement démographique. Il faut absolument relancer la natalité dans ce pays. Alors, est-ce que ce congé de naissance remplacera le congé parental? Oui. Ça a été annoncé par le président de la République. Moi, je suis très fière de cette mesure. Je l'ai portée parce que je crois que c'est un progrès formidable à la fois pour les familles, pour les parents, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, évidemment, le partage des responsabilités, des rôles, pour garantir que les deux parents puissent être impliqués dans la vie de leurs enfants. Et puis, c'est bon aussi pour nos enfants. L'idée, c'est de laisser plus de liberté, plus de choix. Personne ne sera obligé, évidemment, de s'arrêter s'il ne le souhaite pas. Il ne faut pas culpabiliser non plus les hommes ou les femmes qui ne veulent pas s'arrêter après une naissance. Mais c'est donner la possibilité d'avoir plus de temps auprès d'un enfant. Donc un couple pourra s'arrêter 6 mois. Hommes et femmes. Exactement. 6 mois, payés combien? Alors quand vous cumulez en fait congé paternité et maternité, et que vous ajoutez ce nouveau congé qui sera créé, ça fait à peu près en effet 6 mois par parent qui pourra être pris. Alors c'est au libre choix en fait. L'objectif c'est de laisser le plus de liberté possible aux hommes et aux femmes. Et donc soit ils pourront le prendre ensemble, c'est-à-dire être ensemble auprès de leur enfant. C'est aussi permettre que le père s'implique dès le plus jeune âge et soit auprès de sa compagne, parce qu'il y a aussi des sujets qui existent sur la question de la santé des femmes, la question du postpartum par exemple, qui peut apparaître plusieurs semaines, plusieurs mois après. Donc, ou alors ça peut être successivement. L'objectif c'est tout simplement, on le voit bien, on a besoin, les parents ont changé, les familles ont changé, et on a besoin de créer des libertés. On a besoin en fait de porter des progrès nouveaux dans ce pays. Plus court que le congé parental, mieux rémunéré que le congé parental. En vrai, le congé parental aujourd'hui, c'est 429 €, je crois. Au plus. Mais surtout, ça ne marche pas. Il y a eu une réforme sous François Hollande du congé parental qui a dit on va obliger à un partage du congé parental entre père et mère. Résultat, ça a été divisé par 10. Le nombre de recours, le taux de recours au congé parental, le nombre d'hommes ou de femmes qui s'arrêtent a été divisé par 10 depuis cette réforme. Donc ça ne marche pas. Quand on oblige, ça ne marche pas. Quand on veut promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, il faut laisser plus de choix et offrir plus de droits en fait aux parents. Et surtout, ça a un effet assez pervers, c'est que vous éloignez aussi un peu durablement les femmes potentiellement du marché du travail. Moi, ma profonde conviction, c'est qu'il faut laisser le choix. Il ne faut pas obliger, et il ne faut pas que ce soit une contrainte, si vous voulez. On ne peut pas avoir des femmes qui disent écoutez, j'aurais aimé m'arrêter, j'ai pas pu parce que c'était pas assez indemnisé. Parce que 429 € maximum. Et à l'inverse, on ne peut pas avoir des femmes qui nous disent moi j'aurais aimé m'arrêter juste quelques semaines et ensuite reprendre mon activité professionnelle, mais j'ai pas eu de mode de garde, donc j'ai pas eu d'autre choix que de m'arrêter. Donc c'est contre ça qu'il faut lutter. Garantir d'avoir des modes de garde qui soient efficaces et garantir d'avoir des progrès supplémentaires. Comment faire avec les enfants à partir de 6 mois? Donc évidemment, trouver systématiquement une place en crèche. Place en crèche, assistante maternelle, il y a plein de solutions évidemment qui existent. Des solutions de garde. Une solution de garde. C'est l'engagement qui a été pris. Rémunérer combien? C'est ça qu'on est en train de déterminer. Évidemment, bien au-delà des 429 €. L'objectif, c'est que ce soit proportionné au salaire. Alors, évidemment, ce ne sera pas maintien à 100% de votre salaire pour des raisons évidentes. Du salaire. Donc, on est en train de le déterminer. Moi, j'avais lancé tout le travail avec les partenaires sociaux aussi pour les concerter, parce que l'idée, c'est que ce soit l'État qui prenne sa part. Il faut que ça soit rémunéré combien pour que ça soit bien suivi, que ça soit... Là, tout de suite, je ne pourrais pas vous dire, parce qu'on va encore réunir les partenaires sociaux sur le sujet. Au-delà des 429 €. On ira bien au-delà.
au-delà des 429 € maximum qui étaient accordés aux parents chaque mois, parce que sinon, encore une fois, ça veut dire que les classes moyennes, elles peuvent pas. Quand vous gagnez 2 000 ou 3 000 € par mois, que vous venez d'avoir un enfant, ça coûte cher, tout simplement d'avoir un bébé qui vient de naître. C'est un bouleversement dans vos vies. Mais si on vous dit, vous avez le droit de vous arrêter, mais c'est 429 € par mois, en fait, vous pouvez pas. Et donc, ça veut dire que ce congé, c'était un congé qui, malheureusement, prenait le risque d'être réservé soit à ceux qui avaient énormément d'épargne et de moyens, soit à ceux qui avaient très peu d'écart avec leur niveau de revenu. En clair, ça pénalisait les classes moyennes. Donc l'idée, c'est on crée un progrès nouveau, on offre un droit nouveau aux parents et on favorise l'égalité entre les femmes et les hommes. Aurore Berger, la natalité baisse. Certains, et notamment le Rassemblement national, proposent un ministère de la famille. Il y aura un ministère de la famille, la question des familles, de toute façon, moi je l'ai porté, c'est transverse, et c'est évidemment à la fois l'enjeu de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un enjeu évidemment de politique familiale, c'est un enjeu de solidarité, c'est aussi à Bercy parce que c'est concrètement quelle est la politique économique que vous menez pour garantir d'être en soutien évidemment de toutes les familles, c'est la parentalité dans le monde professionnel. Bref, ça doit être partout et ça doit être un engagement très fort. Vous a pas échappé que le mot famille est revenu très souvent hier dans l'intervention du président de la République. Donc c'est au cœur de ses préoccupations. Très souvent, et ça me fait plaisir que vous le souligniez, parce que j'ai écouté attentivement le président de la République hier soir, et j'ai retenu une chose. Pour moi, sa principale promesse, nos enfants vivront mieux demain. C'est pour moi sa principale promesse. Alors je vais m'appuyer sur cette promesse. Nos enfants vivront mieux demain. Comment ? D'abord, si la France reste la France. C'est ce que a dit hier soir Emmanuel Macron. À propos de l'école, cérémonie de remise des diplômes dans chaque collège et lycée. Généralisation de la tenue unique à l'école à partir de 2026. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Vous confirmez tout cela. Cours de théâtre obligatoire au collège à la rentrée. Éducation civique, enseignement renforcé dès la 5e. Apprentissage de la Marseillaise en primaire. C'est-à-dire apprentissage de la Marseillaise. C'est-à-dire que on va chanter la Marseillaise. On va apprendre l'origine, parce qu'avant de la chanter, il faut comprendre les mots qu'on prononce. Comprendre les mots et les comprendre. Comprendre le sens historique que ça veut dire, évidemment. Et puis, c'est surtout, encore une fois, c'est ce qu'il a dit, recréer des rites, des rituels. Que l'école recrée des rites pour garantir que tous nos enfants passent tout simplement par l'école de la République. Et donc, que cette école de la République, elle garantisse, elle est la même promesse, en fait, pour tous nos enfants. Moi, je suis en charge de la lutte contre les discriminations. Si on veut, à un moment, sortir de ce sujet des discriminations, évidemment, l'école, c'est le cœur de la bataille qu'on doit mener pour garantir que chacun, quelle que soit son origine sociale, quelle que soit son adresse, que vous soyez dans l'hyper-ruralité, que vous soyez dans un quartier prioritaire de la ville, que vous soyez en outre-mer, en hexagone, bien à un moment, et encore une fois, la même promesse républicaine. Et donc, c'est à la fois la transmission des savoirs fondamentaux, bien sûr, mais c'est aussi dans les savoirs fondamentaux ce qu'est notre République, ce qu'est notre histoire. Est-ce que nos enfants vivront mieux demain s'ils vont dans une école privée ? Mais c'est un libre choix des parents. Moi, j'ai fait les deux. Comme président de la République, il l'a dit hier. Moi, j'ai été et à l'école publique et à l'école privée. C'est un libre choix des parents. Et moi, je ne veux pas qu'on rouvre. Certains ont tenté de rouvrir la guerre avec l'école privée. En général, ça s'est mal fini et les Français leur ont dit stop assez vite et sont allés manifester. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas rouvrir ce sujet. Il faut, encore une fois, quand on parle de progrès, quand on parle de liberté, laisser le libre choix aux parents. Après, il faut que la République et l'État soient évidemment extrêmement exigeantes. À partir du moment où l'État finance, où les Français financent l'école privée quand elle est sous contrat, alors de manière évidente, il y a des règles qui sont posées, qui doivent être respectées, il y a des inspections qui sont réalisées, et évidemment, les écoles privées sous contrat doivent s'y conformer très strictement. Doivent s'y conformer très strictement. Je vais revenir sur le cas de Stanislas, puisque le rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale, rendu à Gabriel Attal l'été dernier, a été révélé par Mediapart. 15%, je vais y revenir, mais auparavant, 15% seulement des enseignants remplacés lors d'absences de courte durée dans le public. 15% seulement.
Alors que dans le privé, les enseignants sont remplacés beaucoup plus rapidement. L'enjeu majeur, c'est ce que le président de la République a porté avec le pacte justement pour l'école, c'est l'enjeu d'attractivité des métiers pour garantir qu'on ait plus d'hommes et de femmes qui aient envie de s'engager dans ces métiers, parce que ce sont des métiers qui ont évidemment du sens. Donc on revoit la formation. Il n'y a pas de République que vous pouvez bâtir si vous n'avez pas une école qui est solide, tout simplement. Et donc pour que l'école soit solide, vous avez besoin d'enseignants qui soient mieux rémunérés, c'est ce qu'on fait, mieux reconnus, mieux valorisés dans la société, mieux respectés aussi, y compris des parents, parce qu'on voit aussi de plus en plus de conflictualité à l'école, y compris quand les parents contestent l'autorité qui est portée par les enseignants. Tout le monde dit qu'il y a besoin d'autorité dans notre pays. Je suis la première à le dire, l'autorité évidemment dans les familles, l'autorité dans la rue, l'autorité à l'école. Il faut aussi que l'autorité de l'enseignant et les savoirs délivrés par les enseignants y soient respectés. Alors on attend du concret, parce que Gabriel Attal avait parlé d'un enseignant devant chaque élève. C'était à la rentrée, ce qui n'est pas le cas, encore une fois, lorsqu'il y a des absences. Les absences de courte durée, je précise. Bien, nous verrons. Là encore, j'attends des actes, je ne suis pas dans le commentaire. Nous verrons les actes. Le collège, plus que collège, école, collège, lycée, Stanislas. Donc, faut-il mettre fin au conventionnement de cet établissement? Déjà, c'est pas à moi de me prononcer sur le sujet. C'est pas à vous. Mais je comprends. Moi, j'ai pas eu le rapport de l'inspection. J'ai lu l'article qui est paru dans la presse. Il y a évidemment des choses qui me conviennent pas. Des raisons évidentes. Vous êtes je suis en charge d'égalité entre les femmes et les hommes, lutte contre la discrimination, notamment lutte contre l'homophobie. Donc évidemment, il y a des choses qui ne conviennent pas. Pardon, je résume pour ceux qui ne sauraient pas. Cours d'enseignement catholique obligatoire. C'est non conforme à la loi. Mais c'est pour ça qu'il y a des inspections en fait, et que notre pays fonctionne avec des inspections. Et ensuite, ça veut dire que ça doit être tenu. Propos homophobes, anti-avortement, promotion des thérapies de conversion, propos anti-IVG. Un catéchiste aurait parlé d'interdiction de relations sexuelles avant le mariage. Je n'en rajoute pas. Je ne suis pas en charge, vous le savez, de ce sujet. Donc c'est pas à moi de dire s'il faut conventionner ou pas. Moi, ce que je dis, c'est que la République, elle doit être très claire. Il y a une inspection qui a été menée par les plus hautes autorités de l'éducation nationale. Et le rapport était sur le bureau du ministre de l'Éducation nationale dès cet été. Je crois qu'il fait des préconisations très claires qui doivent donc être suivies des faits. Point barre. Donc la seule nécessité aujourd'hui, c'est que cet établissement, comme tous les établissements de France, se conforment à ces obligations. Et si cet établissement ne s'y conforme pas... Les inspections sont très solides, sont très bien organisées dans notre pays, et donc vont aller vérifier. En plus, je crois que vous, comme d'autres, vous allez aller vérifier, sinon, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, comment les choses se passent. Nous ferons notre boulot. L'établissement a été largement commenté, il y en a bien d'autres dans notre pays. Donc ça veut dire tout simplement qu'encore une fois, les préconisations doivent être mises en place. En tout cas, moi, en tant que ministre en charge de la lutte contre les discriminations, je n'accepterai jamais que des établissements scolaires, que des services publics en vérité, quels que soient les types de services publics, puissent être des lieux d'accueil de paroles homophobes, de paroles dégradantes pour nos enfants et nos filles. Si c'est le cas, faut-il mettre fin au conventionnement de cet établissement? Encore une fois, si c'est le cas, il y a des préconisations très claires qui doivent être suivies. Point barre. Donc on met fin au conventionnement. Non, ils doivent se conformer aux demandes qui ont été faites par les inspecteurs, qui sont indépendants, qui sont qualifiés pour ça. Moi, je suis pas là. Moi, je ne sais pas inspecter un établissement. Vous non plus. C'est pas notre rôle, c'est pas notre fonction. C'est un métier. Donc, les inspecteurs y sont allés. Ils ont relevé ce qu'ils notent comme étant des dysfonctionnements par rapport à la manière avec laquelle ce type d'établissement doit fonctionner. Et bien, donc maintenant, ils doivent s'y conformer comme tous les établissements de notre pays. Alors, nos enfants vivront mieux demain. Mais comment est-ce que nos enfants vivront mieux demain dans cette France de l'angle mort ? Je reprends une expression du président de la République, cette France de l'angle mort. Comment faire pour que le travail paie mieux ? Parce que c'est l'un des vastes problèmes. Les classes moyennes travaillent, souvent gagnent correctement leur vie, mais à la fin du mois, ces hommes et ces femmes s'aperçoivent que se demandent pourquoi ils ont travaillé. Je pense que c'est l'une des plus grandes injustices. En tout cas, c'est ce qui est ressenti comme l'une des plus grandes injustices, de dire je bosse, mais finalement, est-ce que si je travaillais pas, je n'aurais pas une vie plus facile? Déjà, je pense que personne n'est au chômage de gaieté de cœur, donc il faut toujours faire très attention à ce qu'on dit sur ces sujets-là, et qu'en général, les gens se battent évidemment pour pouvoir retrouver une activité professionnelle. Et que j'appartiens à une génération qui pensait d'ailleurs que le chômage de masse était son avenir.
et on a vu que c'était l'inverse et qu'on pouvait sortir durablement du chômage de masse. Ça veut dire qu'on peut avoir un avenir professionnel dans notre pays, qu'on peut avoir de la mobilité professionnelle, qu'on peut progresser. Ce qu'il faut, c'est non seulement qu'on puisse progresser, mais qu'on puisse progresser socialement, salarialement, de manière évidente, que les inégalités aussi de revenus entre les femmes et les hommes soient réellement corrigées. Et là-dessus, on a un travail majeur à conduire que j'entends évidemment mener. Il y a ce qu'on fait avec la prime d'activité. On l'a largement revalorisée. La prime d'activité, c'était quoi? C'était exactement ça. C'est de dire il faut qu'il y ait un gain à reprendre une activité professionnelle. Parce que parfois, ça peut même avoir un coût de reprendre une activité professionnelle. Donc c'est ça qu'on fait. Mais il faut aussi envoyer ce signal à nos entreprises. L'enjeu, c'est aussi que ce soit nos entreprises. Parce que c'est elles, je pense à une femme ou un homme qui gagne 2000, 2500 euros, 3000 euros net. Ce sont ces Français-là. Ces Français-là qui ne voient pas le bout du tunnel. Ces Français-là qui souffrent le plus. Ils ont vu leur taxe d'habitation, être supprimée. Ils ont vu leur impôt sur le revenu être diminué. Ils ont vu souvent leur prime d'activité être augmentée. Ils ont vu la revalorisation aussi d'un certain nombre d'allocations dont ils bénéficient. Les allocations familiales, par exemple, qui ont été revalorisées. Vous savez bien que c'est pas plafonné. On n'empêche pas un certain nombre de Français de bénéficier de ce soutien à nos familles. Donc, ils ont aussi vu cela. Et je crois que ce sont aussi des mesures qui ont été extrêmement importantes en termes de pouvoir d'achat. Mais il voit aussi l'inflation qui a été très forte, qui se calme un petit peu. Il voit aussi le prix de l'électricité qui augmente. L'une des plus basses d'Europe et un des prix de l'électricité dont vous le savez, qu'on a tenu. C'est-à-dire que si l'État n'avait pas mis en place un bouclier tarifaire. Alors j'entends toujours que quand ça augmente trop, et ça augmente trop pour ceux évidemment qui sont les plus fragiles, les plus modestes. Mais l'État va récupérer cet investissement. Mais pourquoi faire? L'État, en augmentant la taxe de 10%, l'État va récupérer ses 40 et quelques milliards non, l'État va pas récupérer pour empêcher que le prix de l'électricité ne s'envole. On a fait en sorte, vous le dites vous-même, que le prix de l'électricité et du gaz s'envole. Sinon, on a des Français qui juste n'auraient pas pu payer leurs factures d'électricité, et des entreprises aussi, puisqu'on a protégé nos artisans, nos commerçants, nos entreprises. C'est majeur. Il n'y a aucun autre pays qui a autant protégé le pouvoir d'achat. Aucun autre pays n'a autant protégé le pouvoir d'achat. Donc il faut quand même à un moment l'avoir en tête. Et puis à un moment, oui, les prix vont sans doute devoir un peu augmenter. C'est ce qu'a annoncé le président de la République. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment, on n'est pas un État soviétique. Enfin, à un moment, on ne peut pas non plus en permanence tenir les prix. Notre responsabilité, par contre, c'est de faire en sorte que les entreprises puissent augmenter le niveau de rémunération. Parce que le sujet de l'inflation, c'est d'abord que les rémunérations suivent nos parents. Ils ont vécu avec des taux d'inflation bien supérieurs à ceux qu'on vit. Bien supérieurs. Sauf que leur salaire suivait. Et donc c'est aussi ça qu'il faut à un moment remettre sur la table. C'est ce qu'on avait lancé avec la conférence sociale. J'y étais, notamment encore une fois sur les enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes, parce que vous savez, quand ça suit pas, ça suit encore moins pour les femmes. Et donc c'est ces sujets-là qu'on doit continuer à porter. Nos enfants vivront mieux demain. Avec quoi? Avec la généralisation du SNU en seconde? Toute une classe d'âge? Filles et garçons? Filles et garçons, toute une classe d'âge. Le président de la République a dit qu'il se prononcerait prochainement sur le sujet. Vous avez entendu dans ses propos qu'il souhaite, lui, avancer dans la voie de la généralisation, mais parce que je crois qu'on a encore besoin de rites, de rituels, de passages encore. Et se dire que tous les Français, tous nos enfants, encore une fois, quelles que soient leurs orientations, quelles que soient leurs conditions, quelles que soient leurs origines sociales, géographiques, mais à un moment, ils ont le même rituel, ils ont le même accueil dans la République. Je crois que ça a du sens. On n'arrête pas de dire qu'on est en perte de repères, qu'on est une France fracturée, individualisée, morcelée, etc. C'était l'objectif hier soir, redonner des repères. C'était l'objectif hier soir, c'est ce que j'ai ressenti. C'est ce que j'ai ressenti. Du sens, des repères, de l'enthousiasme aussi, je suis désolée, mais on vit dans un pays dans lequel on a de la chance. On a de la chance de vivre dans ce pays, de vivre dans un pays qui va bien, dans un pays où on a un taux de chômage qui est extrêmement bas, on a un taux d'emploi qui est extrêmement haut, où on a des opportunités qui existent pour l'ensemble de nos concitoyens, on a des services publics qui sont puissants, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des réformes majeures à conduire. Donc c'est aussi ça, c'est sortir de cette morosité ambiante. On est aussi dans un pays où l'insécurité progresse, on est aussi dans un pays où nos enfants sont à la merci de trafiquants de drogue, on est aussi dans un pays... Si, ça existe, Aurore Berger. On peut tout dépeindre en noir, Non, je peut ne aussi dépeins être pas en noir. Honnête sur la réalité. Je dépeins la réalité des choses. Oui, mais la réalité des choses n'est pas, heureusement, que tous nos enfants, en allant au collège ou au lycée le matin, se font violenter ou kidnapper. Mais il y a deux France. Ça se passe pas comme ça. Aurore Berger. Non, je pense qu'il y en a sans doute beaucoup plus d'ailleurs que deux. Oui, il y a évidemment des territoires qui sont extrêmement divers. Oui. La question, c'est comment la République, elle est la réponse partout et tout le temps, pour qu'il n'y ait jamais de repli identitaire, pour qu'il n'y ait jamais de repli communautaire, et pour qu'à un moment, tout le monde se dise, ok, la République, elle est là. Elle est solide.
elle est fraternelle, elle est généreuse, mais elle pose aussi des règles qui sont extrêmement claires. Elle laisse rien passer sur les discriminations, rien passer sur les enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes, rien passer sur les enjeux de laïcité. Mais je crois que c'est ça qu'on doit absolument réaffirmer. Discrimination, la lutte contre les discriminations, vous avez déjà réfléchi aux premières mesures que vous allez engager? Discrimination, c'est très très large. Oui, bien sûr. Discrimination, c'est par exemple votre adresse. Oui. Aujourd'hui, on a beaucoup de Français qui, au regard de leur adresse, qu'elle soit dans la grande ruralité, qu'elle soit dans des quartiers prioritaires, à un moment se disent qu'ils n'ont pas les mêmes opportunités. Ça participe à un profond sentiment de déclassement. Alors que faire ? C'est ce qu'on doit faire. C'est quand le président de la République a parlé de réarmement civique, c'est typiquement ça. C'est comment vous réarmez l'ensemble des services publics pour que partout ils soient au niveau. Comment on leur redonne des moyens, que ce soit évidemment sur la santé, que ce soit sur l'éducation. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Comment on met en responsabilité aussi toutes les parties prenantes, y compris les entreprises. Beaucoup s'engagent. Quand on a mis en place, par exemple, l'index professionnel entre les femmes et les hommes, tout le monde a ricané. On a été les premiers en Europe à le faire, pour mesurer les inégalités concrètes qui existent au sein des entreprises, entre les entreprises. Résultat, ça a tiré toutes les entreprises vers le haut, parce qu'il n'y en a aucune qui avait envie de dire aux Français, vous savez quoi, nous, dans l'index entre les femmes et les hommes, on est bon dernier. Donc ça a aussi des effets qui sont extrêmement positifs d'arriver à tirer tout le monde vers le haut. Quelles mesures pour lutter encore mieux contre l'inégalité entre les femmes et les hommes? Alors, typiquement... À quoi réfléchissez-vous, Aurore Berger? Il y a un gros sujet qui est d'abord l'enjeu de l'égalité professionnelle. Oui. Tout n'est pas gagné sur la question des violences, et je ne veux pas donner le sentiment que ce n'est pas une priorité. Ça restera toujours une priorité. Mais il y a aussi un enjeu qui est l'enjeu du quotidien, de ce que vivent aujourd'hui beaucoup trop de femmes, ce qu'ont vécu nos mères, et ce que vivent malheureusement aujourd'hui encore les femmes de notre pays, c'est qu'à travail égal, salaire égal, pour beaucoup d'entre elles, c'est resté un slogan. Exactement. Et qu'on n'a pas réussi à un moment à franchir le cap. Donc moi, je veux qu'on réunisse l'ensemble des entreprises pour avancer sur ce sujet-là, parce qu'en fait, la vraie rupture qui se passe dans les carrières, et ça rejoint notre premier sujet sur le congé de naissance, c'est quoi? C'est l'arrivée d'un enfant. Et le fait que l'arrivée d'un enfant, elle pénalise. Ce qui aujourd'hui, elle pénalise beaucoup plus les femmes et les mères qu'elle ne pénalise les pères. Et donc, ça veut dire qu'à un moment, on a un double effet pervers. On a des femmes qui renoncent à leur désir d'enfant ou qui retardent leur désir d'enfant. Alors concrètement, c'est tout le travail que je veux conduire avec les entreprises, avec les partenaires sociaux, pour dire que tout en haut de l'agenda social, coercitives, peut-être, faut peut-être pas commencer tout de suite par des mesures coercitives. Moi, c'est pas en tout cas l'état d'esprit, je viens d'être nommé dans lequel j'ai envie de m'inscrire, mais je veux tout de suite que, au cœur de l'agenda social, il y ait la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, de l'égalité salariale, et ça répondra aussi aux enjeux de natalité qu'on a évoqués, je crois. Hier soir, le président de la République a été interrogé sur le cas Gérard Depardieu. Je n'ai aucun regret d'avoir défendu la présomption d'innocence, a-t-il dit. J'ai le regret de ne pas avoir assez dit que la parole de ces femmes victimes de ces violeurs était importante. Avez-vous été choqué par les propos d'Emmanuel Macron sur France 5 ? Non, parce que je crois qu'il a eu l'occasion d'ailleurs de les clarifier hier, pour ceux qui n'avaient pas envie de les comprendre. Il a été très clair sur à la fois la présomption d'innocence. Et moi, je ne peux pas être ministre des droits des femmes et en même temps donner le sentiment qu'il faut arriver à tenir un équilibre, et c'est toujours difficile de le tenir, mais extrêmement exigeant et nécessaire. Il y a une présomption d'innocence qui doit être garantie et refuser tout tribunal médiatique. Ça, c'est le premier point. Parce que la seule vérité qui doit pouvoir exister, c'est la vérité judiciaire. Mais quand je dis ça, je sais aussi que pour les femmes qui portent plainte et qui ont le courage de porter plainte, il n'y a que 1% des plaintes pour viol ou violence sexuelle qui aboutissent à une condamnation. Et ça doit changer. Et il faut tenir les deux bouts. La présomption d'innocence, mais aussi... Est-ce qu'il faut mettre fin à la prescription ? On a élargi déjà les délais considérablement. Est-ce qu'il faut aller au-delà ? Oui. Je suis Quel pas est votre sentiment ? Est-ce que c'est une réponse ? J'en sais rien. Ce que je crois, c'est que par exemple, typiquement le travail qui a été conduit par la Civis, vous le savez, sur la question des violences faites aux enfants, ce que ça a démontré, au-delà même du débat qu'ils ont posé, qui est très intéressant sur la prescription, c'est comment vous faites pour qu'à un moment, il y a un accueil qui soit possible d'une parole, quand bien même elle se dévoile 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, et que cette parole puisse être entendue, puisse être acceptée. Et donc c'est parfois plus ça que vous disent d'ailleurs les victimes, c'est pas tant j'ai besoin aujourd'hui d'un traitement judiciaire parce que 40 ans après, est-ce que ce serait possible ou même souhaitable, mais au moins j'ai besoin d'un lieu, et la Civis a été ce lieu-là, où ma parole est vue comme étant légitime et importante. Et ça, je crois que c'est essentiel. Et donc il faut qu'on tienne, et moi je tiendrai ce discours-là, que oui,
la parole des femmes s'est libérée, et tant mieux. Des choses qui faisait ricaner il y a 10 ou 15 ans. J'entends notamment ce qui s'est passé par exemple pour Judith Godrèche. Je pense que c'est majeur ce qu'elle dit et la manière avec laquelle elle dit. Heureusement, tout ça, la société ne l'accepte plus. La société, elle est devenue très intolérante vis-à-vis des violences faites aux femmes, très exigeante vis-à-vis de la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes et à nos enfants. Et tant mieux, mais on doit réussir à le faire dans un cadre où la seule vérité qui peut exister est la vérité judiciaire. Dernière question, très vite. Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris, elle l'a annoncé ce matin. C'est pas un scoop. Vous n'êtes pas surprise, non? C'est pas un scoop, elle l'a toujours dit, elle a cette ambition et elle a le droit d'avoir de l'ambition pour Paris. Bien, merci. Il n'y a pas eu d'accord, là. Pas eu d'accord avec... écoutez, je ne crois pas. Ah oui. Je ne crois pas, c'était dit. Et comme le président l'a dit, il n'y en a pas eu, mais personne ne nous croit si on le dit. Donc moi, je peux réaffirmer qu'il n'y a pas d'accord, mais je suis fière qu'elle soit au gouvernement. Bien, merci Aurore Berger d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio 0826 300 300.